Bonjour tout le monde. Alors comme indiqué dans la précédente vidéo, on va étudier aujourd'hui la décomposition en série de Fourier du signal rectangulaire à l'aide du logiciel GeoGebra qui permet de tracer des courbes. Donc c'est un logiciel en ligne que vous pouvez utiliser chez vous, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il vient de démarrer. Alors le signal rectangulaire se décompose en une somme de sinusoïdes. Et la première de ces sinusoïdes, c'est sinus de t. Donc on va déjà commencer par tracer ça. Voilà, là c'est une fonction sans surprise que vous devez connaître, fonction sinus qui oscille entre -1 et 1 et qui a une période de 2π, puis ça va de -3,14 à +3,14. Voilà, donc ce premier terme s'appelle le fondamental de la décomposition en série de Fourier. Et ensuite on va rajouter ce qu'on appelle les harmoniques. Alors la première harmonique qui va être l'harmonique de rang 3, c'est-à-dire une fréquence 3 fois supérieure au fondamental, et bien elle aura un coefficient de 1/3. Voilà, je l'ajoute. Et puis on va rajouter le terme suivant, donc la harmonique de rang 5 après, avec un coefficient de 1/5. Allez, je rajoute encore une. Donc j'empile mes sinusoïdes, enfin je fais des combinaisons linéaires de sinusoïdes là. Voilà. Voilà, qui n'ont pas toute la même fréquence. Voilà, vous voyez que le signal résultant se rapproche de plus en plus d'un signal carré. Alors évidemment, si on voulait avoir le tendre vers le signal carré, cette somme doit être infinie, c'est-à-dire qu'il faut mettre ensuite sinus 9t sur t, etc. jusqu'à l'infini. Voilà, et on va rajouter quelques termes, on va rajouter 3 pour montrer que plus on en met, plus ça se rapproche du signal carré. Vous allez voir, les petites vagues là vont se resserrer, puis la pente ici, en passage par 0, va de plus en plus pentue. Voilà, puis après, on va pas en mettre des millions, parce que ça prend du temps. Après, il faudrait programmer pour mettre beaucoup de termes, et vérifier la convergence vers le signal carré. Allez, harmonique de rang 9, signal 9t sur 9. Harmonique de rang 11, sinus 11t sur 11. Voilà, donc là c'est encore très cabossé parce que la dernière harmonique est pas bonne, il faut mettre la harmonique de rang 13 et diviser par 13. Voilà, donc les ondulations sont de plus en plus petites et la transition donc du niveau bas au niveau haut se fait de plus en plus rapidement. Voilà. Donc là on vérifie que ça fonctionne bien, cette décomposition d'un signal carré en une somme de sinusoïdes. Alors ce qu'on va faire, comme on est dans le GeoGebra, qu'on est bien lancé, on va faire une deuxième décomposition d'une fonction g de t. Et là ce que je vais faire, je vais remplacer chaque terme de la somme qui est au-dessus par sa primitive. Par exemple, le sinus qui est ici, je le remplace par sa primitive, et sa primitive, la primitive de sinus t, c'est moins cos t. Allez, on va mettre moins cos t. Voilà. Donc là, on retrouve la fonction cosinus inversée, c'est-à-dire qu'en 0, elle vaut -1 au lieu de valoir 1. Et puis le terme suivant, si je l'intègre, donc sinus 3t sur 3, si je l'intègre, ça fait 1/3 de moins cosinus 3t sur 3. Ça fait du moins cosinus 3t sur 9. Très bien. Allez, on va mettre encore quelques termes comme ça. Le suivant, ça va être moins cosinus 5t. Et là, on va diviser par 5 au carré, c'est-à-dire 25. Allez, on va remettre 2. Ensuite, moins cosinus 7t sur 7 fois 7, c'est-à-dire 49. Et moins cosinus 9t sur 9 au carré, c'est-à-dire 9 fois 9, 80. Voilà. Alors, vous voyez ce qui est en train de se dessiner. L'empilement des sinusoïdes de g de t, en fait, a tendance à produire à la fin un signal triangulaire. Voilà, alors pourquoi ça fait un signal triangulaire? Eh bien, parce que si on réfléchit bien, le signal triangulaire, c'est vraiment le signal intégral ou la primitive du signal carré, tout simplement. Voilà, puisque en fait un signal carré, c'est quelque chose qui vaut une constante positive, mettons là de 0 à 3,14. Quand on intègre une constante positive, eh bien ça nous fait un signal qui monte avec une pente constante en fait. Et voilà, égale à la constante positive. Et puis quand le signal un peu plus loin carré bascule et devient égal à une constante négative, eh bien la courbe intégrale devient une courbe qui a une pente constante et négative, c'est-à-dire une pente descendante. Voilà.
Et donc l'intégrale du signal carré, c'est bien une courbe qui alterne une pente positive et une pente constante négative, une pente constante positive, et ça fait bien un signal triangulaire. Voilà. Il y a cette façon de faire là, enfin donc qu'on a développé ici en intégrant terme à terme la décomposition en sinusoïde du signal carré. Et bien c'est ce qui permet d'avoir la décomposition en sinusoïde du signal triangle. Voilà, qui lui aussi peut être donc composé en une somme de sinusoïdes. Voilà. Allez, comme on fonctionne avec GeoGebra, je vais en profiter pour vous montrer autre chose, et notamment revenir sur quelque chose que je vous ai affirmé et démontré, c'est que l'ensemble des sinusoïdes de même fréquence, ça forme un espace vectoriel. Alors ça veut dire quoi que ça forme un espace vectoriel? Et ça veut dire que cet ensemble des sinusoïdes de même fréquence, eh bien, il est stable par combinaison linéaire. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on prend deux sinusoïdes de même fréquence et qu'on en fait des sommes coefficientées, eh bien, on va retomber sur une sinusoïde à la même fréquence. Alors on va vérifier ça. On va commencer par taper une première fonction f de t qui va être une sinusoïde. Voilà, cette fois je suis parti en cosinus. Pas de problème. Alors la période c'est 2π, voilà, ça vaut 1 en 0, moins 1 en pi. Voilà. Alors déjà, on va vérifier ce qu'on a vu en TD, c'est que par exemple, si je mets un coefficient 2π devant le t là, eh bien cette sinusoïde doit avoir une période qui tombe à 1. Allez, on va faire ça. Donc je mets 2 fois pi. Voilà, je valide. Et là, vous voyez qu'entre deux crêtes successives, eh bien, on passe de 0 à 1. Donc la période, cette fois, c'est bien 1. Ensuite, cette sinusoïde, je vais m'amuser à la retarder de 0,2 secondes. Voilà. Pour qu'elle prenne son maximum, non pas en t égale 0, mais en t égale 0,2 ici. Alors comment on fait ça? Eh bien, on l'a vu la dernière fois. Il suffit dans le cosinus de ne pas mettre t, simplement mettez moins 0,2. Voilà, je valide. Et regardez, la sinusoïde, hop, elle se décale. Et cette fois, elle prend son maximum à t égale 0,2. Ok. Voilà, ensuite on pourrait changer l'amplitude de la sinusoïde. Bon, je ne vais pas le faire ici, je le ferai plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, on va créer une deuxième sinusoïde maintenant, qu'on va appeler G de t. Voilà, et puis là, on va revenir sur... Alors, on va la faire à 1 Hz, parce qu'il faut que les sinusoïdes aient la même fréquence. Et puis là, on va mettre celle qu'on avait au début, là, 2π fois t. Voilà, elle apparaît en bleu. On voit que ces deux sinusoïdes sont, elles sont décalées dans le temps. Voilà, et maintenant, on va créer une troisième fonction qui va être la somme des deux premières. Donc je vais dire que c'est f de t plus g de t. Et je fais la somme des deux. Voilà, et donc sans surprise, j'obtiens la courbe orange qui, elle aussi, est une sinusoïde à 1 Hz. Voilà. Par contre, elle a un décalage qui est différent puisqu'elle prend son maximum, elle, à t égale 0,1. Voilà, un peu différente des deux premières. Alors on peut se dire, bon, c'est un cas particulier, ça fait une sinusoïde. Je vais vous montrer, par exemple, si je sais pas moi, le cosinus retardé la f de t, je lui avais mis une amplitude plus petite, de 0,5. Voilà. Donc la verte, elle va réduire en amplitude. On va faire clac. Voilà. Donc la verte est plus petite maintenant, la bleue est plus grande, mais j'ajoute les deux, et bien ça me fait encore une sinusoïde qui prend son maximum pour un instant qui est plus proche de la bleue maintenant, c'est-à-dire plus proche de 0, de t égale 0. Voilà, j'aurais pu prendre cette sinusoïde là, celle-là, et la multiplier par 2, alors 2 ça va faire beaucoup, on va mettre 1,5 maintenant. Voilà, je peux mettre n'importe quel coefficient devant les sinusoïdes. Voilà. Donc la bleue est vraiment plus grande, la verte est plus petite, mais la somme de ces deux sinusoïdes, ça refait une sinusoïde de même fréquence. Allez, on va terminer par un petit point remarquable. Je vais remettre des sinusoïdes d'amplitude 1 au départ. Voilà, je suis revenu au point de départ. Et maintenant, je vais jouer sur le retard qu'il y a entre les deux sinusoïdes. Par exemple, la verte était retardée de 0,2 secondes, je vais la retarder non plus de 0,2 secondes, mais de 0,4 secondes. Voilà. Et là, quand on fait la somme des deux, ça peut paraître curieux, mais la somme des deux, ça fait une sinusoïde plus petite que les sinusoïdes de départ. La orange est plus petite. Voilà. Et donc à quoi ça tient qu'elle soit plus petite, celle-là? Eh bien, c'est parce qu'on s'aperçoit que finalement, on peut faire pour t égale 0. Quand la sinusoïde bleue elle vaut 1, la sinusoïde verte apparemment vaut moins 0,8.
et donc on fait la différence, enfin la somme des deux, 1 moins 0,8, ben, il reste 0,2, ce qui est plus petit que ce qu'il y avait au départ. Alors on peut même pousser le retard un petit peu, on va le pousser un petit peu jusqu'à 0,5 secondes de retard. Donc 0,5 secondes, ça fait un retard d'une demi-période, vous voyez. La verte est décalée d'une demi-période par rapport à la bleue. Et on peut aussi dire que la verte est en opposition de phase par rapport à la bleue, c'est-à-dire quand la bleue vaut 1, ben la verte vaut moins 1, en fait, elle est opposée. Et du coup, cette fois, quand on fait la somme des deux, de la verte et de la bleue, ben le résultat, ça fait 0 tout le temps. Voilà. Donc en fait, on peut sommer deux sinusoïdes d'amplitude à 1 volt, et le résultat peut très bien faire 0 si les sinusoïdes sont en opposition de phase. Voilà. Mais ce résultat de 0, c'est une sinusoïde d'amplitude nulle, donc on peut considérer que c'est bien une sinusoïde. Voilà. Donc voilà, on a constaté que l'ensemble des sinusoïdes était stable par combinaison linéaire, donc en fait que cet ensemble formait bien un espace vectoriel, ce qu'on appelle en mathématiques un espace vectoriel. Voilà. Et puis juste avant, on a bien pu mettre en évidence la décomposition en série de Fourier du signal triangle et du signal rectangulaire. Voilà. Donc décomposition en série de Fourier qui revient à dire que ces signaux peuvent se mettre sous la forme d'une somme coefficientée de sinusoïdes en fait. Voilà. Très bien. Eh bien, on va arrêter là avec GeoGebra. Et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.